Bonsoir à tous, il est 20 heures à Paris, nous pouvons commencer notre avant-dernière soirée de la plateforme culturelle et virtuelle Aînée. Avant-dernière, je vous dirais que la dernière proposition que nous avons pour la fin de l'année, c'est une surprise que je vous dirai à la fin de l'année, à la fin de la rencontre. Aujourd'hui, donc, nous avons voulu parler d'un sujet que nous avions déjà abordé au mois d'octobre, lorsque nous avions invité Tracy d'Alessandro et Dima Atem de Fribourg, Tracy de Toulon et Dima de Fribourg. Nous avions parlé de l'immigration et quelles étaient les découvertes que l'on pouvait faire en rencontrant ces personnes qui venaient en Europe. Et aujourd'hui, nous avons voulu continuer un petit peu ce thème, mais regarder un petit peu la question à l'origine, aller voir un petit peu quelle est la situation dans les pays africains et quelles sont les œuvres que l'on peut réaliser là-bas. Et c'est pour ça que nous avons invité ce soir Sergio Portatadino, qui travaille depuis plusieurs années en Guinée, parallèlement à son travail de responsable pour l'Institut Tony Blair. Et il a créé en Guinée l'atelier Wakilare, où des personnes qui sont dans des situations de handicap sont aidées à sortir de ces situations et où on les aide aussi à trouver un travail. Et donc, c'est un peu de cela que va nous parler ce soir Sergio. Alors, Serge, je vous remercie énormément d'avoir trouvé le temps pour nous raconter un petit peu de votre travail, de votre vie, de votre rencontre avec la Guinée aussi. Et je vous cède donc la parole. L'idée, c'est qu'il va maintenant nous faire une présentation et nous raconter un peu de la vie en Guinée, de son travail, de comment il a fini là. Et ensuite, nous aurons le temps, une vingtaine de minutes, pour poser nos questions. Donc, préparez vos questions. Vous pourrez les faire ou dans la boîte de conversation ou sur le direct qui est sur Facebook, ou bien en ouvrant votre micro simplement ici sur Zoom. Serge, c'est à vous. Merci Jean-François. Vous m'entendez bien? Très bien, très très bien. Ok. Bon, bonsoir tout le monde. Merci pour prendre le temps de converser avec moi ce soir. Désolé, vous aurez entendu un accent un peu italien, mais bon, on fera avec. L'idée, c'était de discuter de ces sujets en partageant un peu mon expérience de 6 ans vécu à Conakry, la capitale de la Guinée. Et je le ferai en partageant une petite présentation qui c'est une présentation visuelle avec des photos que je vais un peu vous raconter. Et je vais le faire. Je pensais que c'était plus intéressant de parler un peu de qu'est-ce qu'il veut dire à vivre comme un expatrié dans un pays comme ça et les choses qu'on peut faire avec l'exemple de ce que nous avons pu faire en Guinée. Donc, je vais partager mon écran à nouveau. Et voilà. C'est un peu consultant comme présentation, mais c'est plus facile. Donc, je voulais juste dire quelques mots sur qui je suis. Je connais quelqu'un ici, je vois des visages connus, mais pas pour tout le monde, évidemment. Parler un peu de la Guinée, parce que peut-être qu'en France, vous la connaissez, en Italie, certainement pas. Et moi non plus, quand j'ai gagné ce poste, je ne savais même pas où il était. Après, partager quelques images, quelques considérations sur qu'est-ce que c'est la vie d'un expatrié et après parler de Wakilare, l'atelier que nous avons créé avec les amis. Et peut-être quelques considérations finales sur la coopération internationale en ce moment ici. Moi, je suis Sergio, je suis italien, je suis de Varese, pas loin de Milan. Et je travaille depuis 6 ans avec pour ce monsieur anglais, peut-être que vous vous le rappelez, dans son institut. Nous sommes un institut qui fait la coopération au développement et nous envoyons des conseillers auprès des gouvernements, jusqu'à maintenant plutôt de l'Afrique subsaharienne, à partir de l'année prochaine aussi en Asie et à notre endroit. Et nous cherchons d'aider les gouvernements qui les souhaitent à améliorer
leur gouvernance pour aller vers la transparence, l'efficacité de l'action gouvernementale. Blair, nous croyons un peu de la théorie institutionnelle du développement et donc que la prospérité des nations n'est pas forcément combien de pétrole ou de ressources minérales ils ont, mais la qualité de leurs institutions. Pays avec de bonnes institutions inclusives prospèrent, et pays qui ont des institutions extractives, on l'appelle comme ça, ne prospèrent pas. Et voilà, je suis arrivé en Guinée en janvier 2015. Et ça, c'était une des premières photos. Je l'aime beaucoup, je voulais la partager parce que maintenant, c'est rien de spécial. Non? Avec le Covid, tout le monde a vu cette image. Tout le monde a pris la fièvre comme ça. Mais ça, c'était en 2015 parce qu'il y avait Ebola, en fait, en Guinée. Et donc, il y avait déjà une autre, c'était pas une pandémie, c'était une épidémie, mais les Guinéens étaient déjà préparés. Et quand la Covid est arrivée, c'était rien de nouveau. Mon boulot au ministère, c'est recordé, c'est enregistré. Donc, je serai très gentil. Et voilà, ça sont mes collègues. Et je suis très gentil parce que c'était une expérience, en tout cas, extraordinaire. J'ai vécu avec eux pour 5 ans et demi dans le ministère de l'énergie de la Guinée. Le monsieur en bas à gauche était le ministre pour lequel je travaillais comme conseiller. Et chaque jour, je partais au boulot dans ces ministères et ça, c'était en haut à gauche, c'était mon bureau avec la photo du président, avec le grand monsieur Maran, notre conseiller. Et ici à droite, c'est la fête de au revoir. Vous voyez, il y avait les masques encore, mais cette fois-ci, c'était pour le Covid. Oui, parfois c'était comme ça. Je vais changer tout de suite parce que peut-être que quelqu'un va regarder, mais la vie était à un autre rythme là-bas. Ça, c'est le barrage de Swapiti. C'est une des choses que nous avons travaillé, sur lesquelles nous avons travaillé, qui sera bientôt inauguré. C'est un barrage, c'est une centrale hydroélectrique pour faire de l'électricité. Quand je suis arrivé en Guinée en 2015, il n'y avait pas beaucoup d'électricité. Dans les 5 ans, on a inauguré un premier barrage et le deuxième qui a pris tous les 5 ans pour la construction. Vous voyez maintenant, sera inauguré, je pense, le mois prochain. Donc, ça, c'est un peu mon boulot. Déjà dans la coopération avec l'Institut Tony Blair for Institute for Global Change. Et voilà. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est la Guinée? Bon, peut-être qu'en France, vous avez une culture, vous connaissez, vous avez une relation avec l'Afrique beaucoup plus forte que l'Italie. Donc, c'est inutile de souligner certaines choses. L'Afrique n'est pas un pays. Ce sont beaucoup de pays très différents. Et il y a ce que vous voyez, les deux photos, viennent de l'Afrique. Donc, parler de l'Afrique n'a pas trop de sens. Il faudrait parler des différents pays qui ont une culture et des situations très variées. La modernité est en train d'arriver aussi en Afrique de l'Ouest. Toutes ces photos viennent de là-bas. C'est peut-être encore une fois rien de surprenant pour vous, mais quand je les montre à mes amis ici en Italie, c'est toujours un peu la surprise. Le monument en bas à droite, c'est la Renaissance africaine, qui est à Dakar. Et c'était un cadeau de la Corée du Nord, ou vraiment du Sénégal. Ça, c'est Conakry, par contre. La réalité virtuelle, aussi là-bas. Donc, vous voyez, la modernité est là et ça sera toujours de plus en plus comme ça. Nous sommes justement en Guinée-Conakry, en Afrique de l'Ouest. La Guinée fait partie de la CEDEAO, qui est la communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest, un peu l'Union européenne de là-bas. C'est un pays particulier. Il est considéré le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest parce que beaucoup de fleuves importants originent là-bas, le Niger,
les fleuves Sénégal, les fleuves Gambie et autres encore. C'est un pays minier et il y a énormément d'intérêts miniers en Guinée. La Guinée, je pense, a le plus grand réservoir de bauxite au monde. Il y a l'or, il y a le fer, il y a les diamants. Donc, vous voyez, si on pouvait catégoriser la prospérité des pays sur la base des ressources minéraires, par exemple, on dirait que la Guinée est un pays riche. Mais en fait, si on utilise les paramètres, les critères de la qualité de l'institution, alors on explique pourquoi la Guinée, en fait, est un pays très pauvre. Conakry, la capitale. Ils disent que dans les années 60 était un peu la gemme de l'Afrique de l'Ouest, avec les baobabs, les flamboyants, cette presqu'île. Malheureusement, il y a eu un développement immobilier un peu sauvage et la plupart de la végétation est partie. Conakry, maintenant, il faut le dire, n'est pas une belle ville. La Guinée est très belle, la capitale, malheureusement, s'est détériorée énormément et continue à se détériorer de plus en plus. Le grand problème de la pollution, ça c'est une plage de Conakry et tous les plages sont comme ça. Malheureusement, il n'y a pas une gestion des déchets très bien faite. Les déchets vont dans la mer la redonne sur la plage et ça c'est le résultat. Et ça c'est un des grands problèmes que nous voyons en Guinée. La Guinée reste un pays pauvre. C'est graphe est intéressant parce que ça vous donne un peu la différence, non, entre la France et la Guinée. Ça, c'est le PIB à prix courant. Et pas seulement avec la France, aussi avec les autres pays de la sous-région. Vous voyez un peu la différence, surtout avec les Ghana, avec certains pays, surtout anglophones. Ils ont pu profiter des développements beaucoup mieux que les autres pays comme la Guinée. La Guinée est plusieurs pays dans un pays. C'est un pays divisé entre différents groupes ethniques. Il y a les Peuls dans la Guinée, dans la moyenne Guinée. Il y a les Soussous de la capitale Conakry. Il y a les Malinké qui sont un peu les héritiers de l'ancien empire Manding à côté du Mali. Et il y a les différents groupes forestiers. Sont plutôt les chrétiennes sont là-bas dans la région des Erekore. Parce que la plus grande partie, on n'a pas vraiment des statistiques fiables, mais plus de 80% sont musulmans. Il y a une petite minorité chrétienne et sont toujours des versions de la religion très animistes, tous les deux, les chrétiens et les musulmans. Un peu de chronologie. Bon, les symboles communistes, c'est moi qui les ai mis. La Guinée, après l'indépendance, il a été isolé un peu par la France. Ça, c'est l'histoire, on ne dit rien de nouveau. Il y a eu les grands les référendums pour faire la communauté française en Afrique. Et le pays qui a dit non, c'était la Guinée. Donc, Charles de Gaulle a eu une grande rupture avec Sékou Touré, qui était les chefs ces moments-là de l'opposition guinéenne, disons. Et donc, la Guinée était complètement isolée à niveau international, raison pour laquelle Sékou Touré s'approche à l'Union soviétique. Et ça devient un pays communiste, musulman, panafricaniste. C'est quelque chose toujours un peu compliqué, mais ça devient une dictature de plus en plus méchante avec l'élimination des opposants, avec les meurtres d'État. À la fin, quand Sékou Touré meurt, il y a un coup d'État et le général Lansana Conté devient un autre dictateur. On cherche à introduire la démocratie, mais finalement, ça reste toujours Lansana Conté qui lui aussi gouverne les pays jusqu'à la mort. Surtout vers la fin, quand il n'était pas en bonne santé, la corruption était partout et il y a vraiment la déchéance du régime. Ainsi, on a à sa mort, on a un deuxième coup d'État
avec les grandes Dadis. Si vous allez sur YouTube et vous tapez Dadis Show, vous allez comprendre ce qui était cette année avec le Dadis Camara, un personnage très particulier, et vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos qu'il a fait lui-même, très bizarre. Il y a eu un accident très grave, un massacre dans le stade, où il y a eu une manifestation de l'opposition. Le deuxième de Dadis lui tire à la tête. L'homme survit, mais il est en exil en Burkina Faso en ce moment. Il y a donc une transition démocratique, et en 2010, les premières élections démocratiques avec l'élection du président Alpha Condé, qui tout le monde pensait être un nouveau Nelson Mandela, mais ça devient un nouveau Mugabe, et à la fin du deuxième mandat, décide de changer la constitution et rester s'éterniser au pouvoir, et cela évidemment a déclenché des violences, et maintenant la situation est très instable, qui s'ajoute aussi au problème de Covid. Ce monsieur, évidemment, a des amis, et ses amis sont la Chine, la Russie et la Turquie. Et chacun est un peu défini aussi des amis qu'il a. Hein. Donc, nous vivons dans ce troisième mandat d'Alpha Condé, avec une opposition qui n'est pas au Parlement, et des violences qui parfois explosent dans la rue. Ça, c'est un peu des images, encore un peu pour l'histoire de la Guinée. J'aime beaucoup les panneaux électoraux pendant les élections. Ceci vient de 2015, quand j'étais là. Et bon, disons qu'il y a un culte de la personnalité particulier. Une autre chose qui a beaucoup frappé la Guinée était Ebola, jusqu'en 2014-2015. Donc, surtout, Guinée, Sierra Leone et Libérie, le virus a été identifié, je pense, la première fois en Guinée. Et après, c'est un peu répandu dans toute la sous-région. Et c'était au moins une autre année vraiment perdue. Ces scènes, malheureusement, se sont répétées très souvent dans les dernières années, du moment où le président a décidé d'annoncer de vouloir changer la constitution pour rester au pouvoir. Aussi parce qu'il faut le dire, il y a une approche, il joue un peu le communautarisme, l'ethnocentrisme, c'est-à-dire l'idée que l'opposition appartienne, est faite par une seule ethnie, et donc il cherche toujours d'utiliser la division ethnique pour rester au pouvoir, selon les mottos divide et impera, comme tous les bons politiciens. Ce qui a provoqué une réaction très forte par ces groupes ethniques, qui est d'ailleurs le groupe ethnique plus grand, avec la majorité relative, disons, de la population. Et voilà, souvent, on a des manifestations et la police intervient, il y a toujours des morts. Ils sont toujours des jeunes de 16 ans, 18 ans, 20 ans qui après meurent. Ils jettent les cailloux contre la police répond pas avec les cailloux, et le résultat est ça. Bon, moi j'ai vécu dans ce contexte pour ces derniers 6 ans, et je voulais aussi partager un peu qu'est-ce qu'il veut dire vivre dans un pays comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de mythes qu'il faut dissiper. En fait, on peut vivre très bien, c'est ça la vérité. C'est la fête. On a trouvé on a des amis, on a une communauté internationale très répandue, gens qui viennent de tout le monde, et donc c'est très intéressant de faire ce genre de vie parce qu'on peut rencontrer vraiment des expériences totalement différentes. Comme je disais, la Guinée est un pays merveilleux, surtout à Conakry. On peut faire de très belles excursions. Vous voyez, ça, c'est un lac qui semble sortir du Seigneur des Anneaux, parce que c'est un lac créé par un barrage qui a couvert, mais pas totalement une forêt. Il y a des îles, il y a des plages loin de Conakry, où il n'y a pas trop de poubelles, très belles.
Et, on peut vivre très bien. Il y a la forêt tropicale. Avec les amis, souvent pendant les week-ends, on peut prendre les 4x4, aller dans l'intérieur du pays et faire des excursions. Ce genre de nature, c'est ce genre de tourisme un peu basique, mais très intéressant. On fait beaucoup de sport. La vie peut être très sympa. Ça sont mes camarades au ministère, dans la photo centrale, comme, on était dans une équipe différente. Je l'ai mis avec les maillots de la deuxième équipe de Milan, celle qui va arriver deuxième donc, cette année. Et après, on peut faire juste un peu de solidarité. Ça, c'est dont ils m'ont demandé de parler ce soir. Sa première photo est importante parce que c'est où il est un peu tout a commencé. C'est-à-dire, les dimanches, après l'église, il y avait toujours des personnes handicapées, des enfants, des albinos qui faisaient la mendicité. Et au lieu de donner l'argent sur la roue, avec François, qui est ce monsieur de l'autre côté de la table, qui sourit, on avait pensé de commencer à les amener à manger quelque chose. Et ainsi, on a commencé à faire la connaissance avec ces gens, ces garçons, ces filles qui vivent dans les marchés et qui vivent sur la roue et qui sont là. Et ça, c'est encore François avec la personne sur la chaise roulante, Bella, est la première personne en situation de handicap qu'on a rencontrée. Et le petit dans le milieu est la Marana, qui à l'époque, je l'avais rencontré parce qu'il avait les maillots de Milan, qui est mon équipe, évidemment, tout déchiré. Alors, François et moi, on avait lui promis qu'on allait lui acheter un nouveau maillot et ça, c'est le jour où on va lui donner. Et ça, c'est où tout commence, parce que c'était vraiment au début de 2015. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est passé qu'il y a un autre enfant qui est Tafsir, celui dans le milieu, que je rencontre. Lui aussi commence à manger avec nous les dimanches après-midi. Ensemble, encore Bella, d'autres personnes en situation de handicap. Et bon, on décide aussi avec une amie polonaise, Carolina, de s'occuper de ces petits. De ces deux petits, on les envoie à l'école. Vous les voyez là, c'est sur la gauche. Et après, on rencontre les jésuites et qui ouvrent un orphelinat à 5 heures de voiture de Conakry, dans la brousse vraiment. Ça s'appelle l'orphelinat de Sobané, ça c'est l'endroit. Et on décide d'inscrire les petits qu'on soutient là-bas et on commence à fréquenter un peu la communauté des jésuites de la Guinée. Vous voyez de la photo à gauche, il y a le père Ferrer là-bas, le père Bob, qui étaient les jésuites qui à l'époque étaient à Sobané. Avant, il y avait encore un prêtre italien qui s'appelle Dorino. Excusez-moi, oui? Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus près de l'ordinateur parce que par moment on n'entend pas suffisamment. Comme ça, c'est mieux? Oui, très bien, merci. Oui. Ok, c'était le microphone, désolé. Donc, oui, on fait la connaissance de la communauté jésuite et les deux enfants, qui après deviennent 3, vont vivre là-bas. Et chaque mois, nous partons pour un week-end dans la brousse. Vous voyez, c'est vraiment les villages et pour aller les rendre visite. Pendant le Covid, sont passés 5 ans, 16 ans, les choses changent sans que je les voulais. Et, les soutiens deviennent quelque chose d'un peu plus important. Donc, ils vont, à travers l'ambassade d'Italie, je décide de les adopter. C'est une adoption simple, ce n'est pas une adoption internationale. Et, pardon. Donc, maintenant, le Covid arrive et je dois me les ramener à la maison parce que l'école est fermée. Donc, à travers l'ambassade,
On transforme ces soutiens dans quelque chose de plus formel et les deux petits sont adoptés. Et dans la photo à gauche, ça c'est mon dernier jour au boulot. Ils sont venus avec mon ami et mon chauffeur Mohamed pour les derniers jours au travail au ministère. Et ça, c'était vraiment un grand changement que la Guinée a amené et que le Covid aussi a amené. Et ici, il y a toujours dans la photo à gauche François, mon ami de la cathédrale, avec la Marana, Tafsir et Alpha Omar et les petits albinos qui aussi faisaient partie des enfants qui, avec Carolina, ont soutenu. Après la grande trahison, parce que après tout ce que je fais pour lui, au lieu de devenir un supporter de Milan, la Marana décide qu'il devienne un supporter de Napoli. Et bon, je dois accepter. Mais ça, c'est l'histoire des petits. L'autre aspect était Wakilare. Vous avez vu Bella, la personne en situation de handicap que j'avais rencontrée la première dimanche ensemble à la Marana. La Marana est devenue au tifoso del Napoli. Bella fait partie maintenant de Wakilare, de l'association Wakilare. Je ne pense pas que j'ai le temps de vous montrer les vidéos. Il y a sur YouTube assez lien en vidéo de 4 ou 5 minutes, très bien fait par un ami italien. Je vous conseille de les voir. Peut-être que je peux les mettre dans la chat aussi, le lien, parce qu'il va expliquer très bien ce que Wakilare est, ce que nous faisons là-bas. Je vais utiliser juste quelques photos. Avec Bella et avec deux autres handicapés, on décide de créer quelque chose comme un atelier. Moi, j'étais contraire à donner l'argent sur la route comme ça. Donc, mais eux, comme ils sont en situation de handicap, surtout à cause de la poliomyélite, ils n'avaient pas un boulot, donc ils mendiaient sur la route. Alors, nous avons pensé de créer une entreprise sociale, disons, qui fait travailler les personnes en situation de handicap, les fait sortir de la mendicité, on va les former et on a créé ces ateliers pour vendre des produits en cuir. On a été sponsorisé par le Bolloré qui a beaucoup d'intérêt en Afrique, y compris ces blue zones qui sont des espaces verts où il y a des hangars et ils nous ont aidés pour lancer l'atelier et la boutique. Ils travaillent comme ça, ils ont commencé à faire des sandales en cuir et après, vu que les sandales quand même souffrent la concurrence chinoise, on s'est diversifié dans les sacs. Donc, les sandales sont plutôt ça, en cuir, on utilise la cuir les peaux de chèvre. Et après, on a commencé à faire autre chose pour chercher de vendre de plus, comme les sacs à dos, des pochettes. Et après, des produits aussi pour la maison, des souvenirs de la Guinée, en tissu. On a ouvert une boutique avec un couturier et on fait ces produits-là. Ça, c'est un peu encore les photos de l'atelier. Bon, et quand même, il y a eu pas mal de succès. Qu'il a connu en Guinée. On a 15 personnes maintenant. La moitié en situation de handicap. Celui-ci est Bernard, qui est un des premiers que nous avons embauché et qui est devenu maître. Donc, il apprend le boulot aux autres personnes en situation de handicap. Et il était aussi à la télévision, souvent à la radio. Vous voyez, il a toute une autre mise par rapport à la mise de boulot. Mais lui s'est marié avec une autre personne en situation de handicap, celle qui était à la boutique, Binta. Ils ont un enfant, une petite fillette, très jolie. Et tout le monde s'est marié, tout le monde a une famille. Et donc, l'impact social, disons, est assez positif. Aussi, l'idée, c'était de donner un peu les bons exemples
toutes les familles qui ont des personnes en situation de handicap pour les montrer qu'avec la formation et l'alphabétisation, même les personnes en situation de handicap peuvent être citoyens actifs et peuvent s'autonomiser, avoir des enfants, une famille, comme tous les autres. Et ça, on cherche de les montrer aussi grâce à la médiatisation et donc aussi pour rejoindre tous les autres qui ne travaillent pas pour quoi qu'il arrive, mais qui peuvent s'inspirer. Avec ça, jusqu'en 2019, ça c'était un peu la croissance de l'entreprise. On était très proche de se rendre autonome financièrement. Mais après, le Covid est arrivé et maintenant la situation n'est pas bonne du tout parce qu'il y a eu les violences politiques, il y a eu le Covid, la plupart des acheteurs des produits de Wakilare étaient des expatriés comme moi qui peuvent payer un prime prix sur le prix qui est nécessaire parce qu'évidemment la productivité des personnes en situation de handicap n'est pas la même que les personnes normales et donc nos coûts sont plus élevés. Et maintenant, avec le Covid et les violences, la demande s'est beaucoup réduite. Je dois dire qu'ils étaient très intelligents. Ils ont un peu changé la production cette année pour faire des masques avec des sous africains un peu stylés. Et pour 2-3 mois, ça marchait très bien. Jusqu'à qu'encore une fois, tout le monde a commencé à faire la même chose. Donc, il n'y a eu plus de marché même pour ça. Et le 2021, ça sera une année pleine de défis parce qu'il faut évidemment rattraper ce que le Covid, la crise, la stabilité politique a produit, améliorer la qualité des produits, chercher de nous caractériser de plus avec le style, chercher d'exporter parce qu'évidemment, il n'y a plus de marge. Mais et je pense que ça sera très important. Par contre, très difficile si la situation ne change pas, ne s'améliore pas avec le Covid, avec l'instabilité politique. Et moi, je ne suis plus là. Donc, je continue à faire un peu les conseillers. Mais on cherche à utiliser les Zoom et les Teams comme dans tous les autres boulots. Mais en Guinée, c'est un peu plus compliqué de faire la supervision à distance. Ici, il y a un point pour clôturer ce chapitre sur Wakilare intéressant que je pense va un peu expliquer la raison pour laquelle il y a beaucoup d'immigration et vous voyez beaucoup de gens qui viennent en Europe. Parce que vous voyez, il n'y a pas forcément la guerre en Guinée, mais la situation économique est très tendue, est très compliquée. La situation politique est très tendue. Donc, il y a pas mal de personnes qui se sentent discriminées. Et il n'y a pas beaucoup de boulot. L'argent des grandes entreprises minéraires, on ne sait pas comment il est géré. Et il n'est pas partagé, il n'y a pas un partage avec la population. Vraiment, les Guinéens moyennes souffrent. Donc, ils ne voient pas une perspective. Et peut-être qu'ils se voient aussi discriminés à cause de son groupe ethnique. Et alors, ils partent. Et j'ai pas mal de personnes qui, quand je parle avec eux, ils considèrent cette option de partir à travers le désert, arriver au Niger et après la Libye comme une option réelle. Pas parce qu'il n'y a pas la guerre, mais parce qu'il n'y a pas une perspective. Et voilà, et sur ça, j'ai juste les dernières 5 minutes pour peut-être quelques considérations sur la coopération internationale. Que ça serait intéressant de discuter peut-être avec vous, avec qui veut. Mais pourquoi on fait la coopération internationale? C'est quoi? C'est le sentiment de culpabilité, c'est la volonté de contrôler politiquement ou bien simplement, honnêtement, de collaborer politiquement avec les pays de l'Afrique subsaharienne. C'est le business ou c'est une véritable solidarité, si vraiment ça existe. Ou bien, maintenant, peut-être qu'il y a un autre facteur, c'est il faut collaborer pour gérer la migration. Et parce que la migration a un impact aussi sur nous. Et donc,
La question est, est-ce que l'Europe peut éviter de se mêler à ces affaires? Nous avons vu, non? La mauvaise gouvernance, la corruption de certains gouvernements fait en sorte que le peuple souffre, proteste, il y a les problèmes. Et donc, il part, il cherche de partir parce qu'ils ont besoin d'un avenir, d'une perspective. Là où ils sont, et plusieurs d'entre eux ne le voient pas. Mais s'il part, qu'est-ce qui se passe en Europe? Il se passe qu'il y a un impact politique. La migration a un impact politique. Il y a des élections qui sont gagnées par certains partis plutôt que d'autres. Et donc, est-ce que l'Union européenne, est-ce que l'Europe peut se permettre de ne pas se mêler? Ça s'inscrit, je pense, dans un autre problème. C'est le problème du panafricanisme, si vous voulez. Ce n'est pas un problème, c'est la solidarité entre Africains qui est très bien. Parfois, on ne sait pas c'est où la ligne rouge entre le patriotisme et le populisme, non? Donc, on ne peut pas éviter de se mêler, mais si on se mêle trop, on est accusé d'être néocolonialiste. Donc, quelle est la solution? Quel est le bon compromis pour chercher d'accompagner ces pays sur la voie du développement et sans tomber dans aucun extrême, sans éviter de les laisser à leur destin comme ça, mais d'autre côté, sans chercher de se mêler trop ou de donner l'impression qu'on cherche de faire de l'ingérence. Il y a beaucoup d'institutions, évidemment, dans la coopération internationale. Ça, c'est juste un aperçu, peut-être qui ne connaît pas trop. Milliards de dollars d'investissement qui sont faits soit par les bailleurs multilatéraux, disons, c'est à gauche la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, qui est une banque d'investissement constituée avec de l'argent de l'Union européenne, des États-Unis et des pays africains, le Nigeria surtout, Islamic Development Bank, soit par les agences de développement nationaux, comme les Américaines, l'AFD français, la GIZ allemande, et jusqu'à aussi Abu Dhabi, maintenant en fonds pour le développement. Tous ces gens font pas mal de projets, on parle vraiment de milliards d'investissements en infrastructures essentielles, en programme pour le développement de l'agriculture, pour la protection du territoire, pour l'inclusion sociale, assistance technique, la formation. Et en plus, il y a un autre aspect très intéressant qui est vraiment un facteur de changement dans les derniers peut-être 10-15 ans, c'est l'arrivée de la Chine. La Chine ne collabore pas avec les autres. Ils ont leurs objectifs, leur approche. Ils sont très grands, très grands. Ils investissent beaucoup. Ils ont beaucoup de cash. Mais pas seulement, ils ont aussi la capacité de prendre les risques que les Occidentaux ne veulent plus prendre dans leur investissement. Et les Chinois ont encore une vision à long terme et ils sont capables de la mettre en œuvre. Et leur business model il n'y a pas match. Ils peuvent faire ce que les Occidentaux et les bailleurs multilatéraux n'arrivent plus à faire. Ici, vous voyez, en fait, c'est avec le président de la Guinée, et ça, c'est les barrages dont je vous ai parlé, tout financé par les Chinois. Pour vous donner un exemple de ce qu'il arrive à faire, les barrages de Swapiti a coûté 1,6 milliard. Et il y a une entreprise chinoise qui a pu avancer tout l'argent sans avoir encore un contrat de financement et en prenant les risques parce que la Guinée a un gouvernement relativement fiable, entre guillemets. Et les barrages, une fois que tu l'as construit, tu ne peux pas les bouger. Donc, c'est un risque énorme d'immobiliser 1,2 milliard comme ça. Eh bien, et ils l'ont pu faire. Et aucun pays occidental, aucune entreprise occidentale pourrait le faire.
je voudrais terminer avec, je n'ai pas de réponse, mais je peux terminer avec des questions pour la discussion, pour la réflexion. Qu'est-ce que c'est vraiment la coopération internationale? Comment les aider? Comment mettre en place un système de partenariat, de collaboration qui marche entre les pays occidentaux et eux? Quelle est la nature d'abord? Ça doit être de l'aide, c'est du partenariat. C'est une compensation pour ce que certains pays, même pas tous européens, ont fait dans le passé, ou c'est juste du business qu'il faut faire. Et, comme par exemple les Chinois. Est-ce que c'est bien de lier les soutiens financiers, l'aide aux principes et aux priorités qui sont très occidentaux, peut-être la question de LGBT, par exemple, climate change, qui ne sont pas tellement une priorité là-bas? Et qu'est-ce que c'est la démocratie? Est-ce que c'est un concept exclusivement de l'Occident? Faut-il l'adapter aux pays de l'Afrique subsaharienne? Et qu'est-ce qu'il faut vraiment pour éviter pour les aider là où ils sont, pour les éviter les voyages à travers les déserts, les prisons de la Libye, la mer Méditerranée, Lampedusa? Ici, notre expérience avec Wakilare était qu'on a besoin de marchés, on a besoin de business, on a besoin de autour des politiques, il n'y a pas assez de marchés. La pauvreté, peut-être que dépassée plutôt que par des théories politiques, par un très bon et sain libéralisme. Parce que quand le marché marche, les gens ont un boulot et il y a la demande, et on peut vendre nos produits et on les voit avec Wakilare cette année entre le Covid, mais surtout les violences politiques, parce que le Covid en Afrique subsaharienne n'a pas le même impact qu'ici. Le business meurt, les gens perdent le boulot, et alors qu'est-ce qu'on fait? On part, on va essayer de partir, aller à l'Occident. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir le développement économique et les marchés de ces pays? Quel est le rôle de la globalisation? Parce que nous avons créé un marché unique dans l'Union européenne, mais on n'est pas ouvert, pas tellement ouvert avec ces pays, alors que ces pays auront besoin d'être plus intégrés dans les marchés mondiaux, créer plus de mouvements économiques et plus de boulot, plus d'emplois pour accompagner leur développement économique et social. Et je pense que ça, c'est tout ce que je voulais partager ce soir. Je devrais traverser dans les 40 minutes, un peu plus longue. Non, ça va très bien. Voilà. Merci beaucoup, Sergio, pour ce panorama que vous nous avez fait qui va des questions géopolitiques, on va dire mondiales, jusqu'à des exemples très concrets de la vie. Et un petit peu, vous nous avez fait participer aussi de la vie là en Guinée. Alors, je pose la première question et ensuite, je vous propose à ceux qui le désirent ou de lever la main ou de simplement d'ouvrir leur micro. Alors, la première question que je voudrais, c'est celle-ci. Je peux vous demander peut-être d'arrêter la présentation sur votre ordinateur. Donc, la première question que je voulais poser, merci. Et, donc, donc, vous avez raconté un petit peu de ce gros travail que vous faites pour de la collaboration internationale, pour des projets, disons, qui ont de grande envergure. D'un autre côté, vous avez parlé de Walikare. Et la question que je pose, mais vous pensez réellement que ça serve à quelque chose, ça? Ce petit projet-là, si on pense au phénomène de l'immigration en Europe, des milliers de gens qui veulent partir, etc., quelle est pour vous la valeur de cette petite œuvre où il y a 15 personnes qui travaillent? Évidemment, le défi est énorme. Et ça, c'est juste un exemple. Moi, je pense que c'est que il est important pour des raisons. La première, c'est qu'il y a un exemple de ce qu'on peut faire si il y a une bonne organisation et s'il y a les conditions favorables là-bas, propices au niveau économique. Il y a beaucoup à faire là, et il y a un besoin d'entrepreneuriat énorme. Formation et entrepreneuriat, accès au crédit, créer des petites moyennes entreprises ou c'est des grandes entreprises qui puissent donner du boulot
aux Guinéennes et dans les pays de l'Afrique subsaharienne pour éviter de les faire partir, pour leur éviter les voyages à l'aventure, à la recherche d'un avenir meilleur en Europe. Alors que leur avenir est probablement mieux là-bas. Mais il faut vraiment les aider à créer ces structures économiques qui puissent permettre de donner un boulot, un emploi à chacun d'entre eux. Et Wakilare est juste un exemple. On a amené un peu d'argent, on a amené un peu de crédit, disons, on a fait la formation à l'entrepreneuriat. Et si on a réussi à faire quelque chose avec des personnes en situation de handicap, vous pouvez imaginer que avec les bonnes conditions, on peut les aider à développer leur économie. Et quand l'économie marche, il y a moins de raisons pour partir. Parce que s'il y a un bon boulot, s'il y a des boulots, s'il y a de l'argent, il peut être bien chez eux. Ils n'ont aucune raison pour partir. S'ils partent, c'est parce qu'ils sont très mal. Et la deuxième chose, le deuxième aspect, au-delà de l'exemple de la PME, c'est ce que les gens comme nous, qui sont privilégiés, peuvent faire. Parce que moi, je ne suis pas contre le privilège. J'aime énormément mon privilège. Je ne vais pas renoncer à ça, mais on peut le partager. Donc, sans faire beaucoup, sans perdre beaucoup de ce que nous avons, de notre privilège, on peut même s'amuser en soutenant le développement des expériences comme ça. Par exemple, il y a une fondation allemande qui s'appelle Ménagères sans frontières qui prend des ménagères européennes et qui décident de donner un peu de leur temps pour assister, faire du coaching en entrepreneuriat aux jeunes professionnels africains. Et il y a aussi deux qui font ça avec Wakilare, qui m'aident à continuer à faire du coaching aux personnes qui gèrent l'entreprise en Guinée et qui donc nous aident à faire grandir l'exemple. Parce qu'on me demande que vous parlez bien dans votre micro. Hein, pour ça. Désolé. Alors, non. Quelqu'un voulait poser une question? Je continue moi à poser une question encore. Alors, moi j'habite en Russie et une des critiques qu'on m'a fait, on m'a très souvent répété, on m'a dit oui, pour toi c'est facile d'être en Russie parce que toi tu as un bon passeport. Tu peux rentrer chez toi quand tu veux. Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on vous a dit là, que vous de toute façon vous étiez là, ok, mais c'est un peu... Bon, on ne sait pas très bien pourquoi en fait, oui peut-être. Ah non, oui, c'est sûr. Et je peux le voir tout simplement avec mes deux petits qui j'ai adoptés. En fait, comme ils n'ont pas une adoption internationale, ils n'ont pas les passeports italiens, donc je ne peux pas les amener ici pour le Noël, par exemple. Les gens ne sont pas libres comme nous, ne peuvent pas venir en Europe comme ils veulent, ne peuvent pas venir en Europe comme nous partons là-bas à travailler. Ils ne peuvent pas partir en congé, ils ne peuvent pas partir en vacances. C'est très important d'avoir un bon passeport. Je pense que c'est quelque chose que nous ne nous rendons pas compte parce que nous vivons dans l'Union européenne et là, on peut aller partout. Mais l'idée de la frontière est réelle est quelque chose de très difficile à expliquer parce que dans le reste du monde, il existe la frontière encore et il y a aussi l'impossibilité à voyager, à chercher de réaliser leurs propres rêves. Donc, oui, avoir les bons passeports aide beaucoup. Mais aussi, je pense, avoir une politique d'immigration beaucoup plus intelligente, selon moi, parce que au lieu de... Moi, je pense que c'est une opportunité pour les pays de l'Union européenne, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme la France, beaucoup plus aussi que pour les pays africains, parce que nous avons besoin d'immigration. Je lisais hier que cette année, en Italie, on aura, je pense, une perte de 300 000 habitants entre les morts, les décès, 700 000, et les nouveau-nés, 400 000.
Donc, notre population est en train de se réduire et on a besoin une population, une civilisation qui meurt, quel avenir peut-elle avoir? Mais alors, comment la faire? Il faut pas la subir, il faut la gouverner. Il faudrait mettre en place des politiques qui d'ailleurs peuvent favoriser aussi les pays qui accueillent. On pourrait même utiliser les phénomènes migratoires pour soutenir et répandre la culture de nos pays, en permettant, en ouvrant les frontières à un certain nombre de migrants économiques, mais à condition qu'il y ait un travail préalable fait, par exemple, à travers les ambassades, d'apprentissage de la langue, de la culture italienne, ce qui peut donner aussi du boulot à un professeur italien, un travailleur italien qui peut aller dans le monde. Donc, il y aurait un cercle virtueux qu'on pourrait créer avec une bonne stratégie, une bonne vision de la politique, du phénomène migratoire qui irait certainement bénéficier un pays comme l'Italie. Mais je pense qu'on n'est pas encore là. D'accord. Nous avons des amis aussi du Cameroun qui sont avec nous ce soir. Si vous voulez intervenir, vous intervenez. Je pose juste une question qui est arrivée dans la boîte de conversation. Et vous avez dit que la Guinée disposait de ressources minières. Donc, cela engendre des emplois, probablement. Oui, c'est vrai. C'est pas qu'il y a 12 millions au chômage. Il y a des emplois. Ils sont toujours, évidemment, des emplois peut-être pas trop qualifiés. Mais il y a des emplois. Souvent, ce sont des ouvriers. Il y a la sécurité, qui sont des travaux qui sont faits par les Guinéens. On commence un peu à chercher d'embaucher de plus en plus des gens locaux. C'est vrai que les grands problèmes est que le système éducatif de la Guinée n'est pas fort du tout. Et donc, c'est très difficile de pouvoir former des gens là-bas qui puissent prendre des boulots très importants. Par contre, l'aspect positif est qu'il y a toute une diaspora dans les pays européens qui ont pu bénéficier d'une économie de plus haut niveau. Et parfois, ils rentrent et là, ils peuvent prendre. Ils ont la qualification suffisante pour prendre des boulots de plus haut niveau. D'accord. Firmin, vous avez ouvert votre micro? Oui. Sergio, bonsoir. J'ai une question et après la réponse à la question que vous avez posée non, une partie, comme je pense, la réponse dont vous aviez, la question dont vous avez posée à la fin de votre exposé. Je veux d'abord, je commence par la question. Qu'est-ce qui vous attire en Guinée? Qu'est-ce qui vous a attiré en Guinée? Moi, je ne suis pas missionnaire. Hein. Je suis parti parce que c'était un bon boulot. Le pays est bien, boulot intéressant. Je voulais m'amuser. J'aime la frontière, j'aime l'aventure. Donc, si je dois être honnête à 100%, je suis parti pour ça. Je ne suis pas parti parce que je vais sauver le monde du tout. Je ne voulais pas doter des enfants, je ne voulais pas aider les personnes handicapées. Ce sont des choses qui sont arrivées comme ça. Moi, je suis parti là-bas pour faire ma carrière, parce qu'il y a eu l'opportunité et je l'ai prise. Bon, merci. Je veux d'abord dire merci pour tout ce que vous faites avec les handicapés là-bas, parce que c'est quand même, quel que soit ce que vous faites là-bas, c'est quand même plus ou moins, c'est quand même à lever un coup de chapeau. Bon, je voulais parler du fait que, vous parliez du fait que, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider l'Afrique, pour lutter contre l'immigration, c'est ça, non? Voilà. Je pense que la politique dont on parle, ça veut dire créer une politique pour lutter contre l'immigration, c'est comme si on ne comprend pas bien la source. Pourquoi les Africains veulent quitter l'Afrique pour aller chercher mieux ailleurs? Hein? Moi, la question est évidente, la réponse est évidente. Hein? C'est juste parce que les ressources africaines sont exploitées. Ça veut dire la richesse, vous avez parlé de la richesse de la Guinée, hein, des ressources minières, ça part où? Ça part où? Voilà la réponse. Ne cherche pas à faire la politique là où on ne doit pas faire.
c'est ça. Si ces ressources-là restaient en Guinée, les Guinéens ne devraient pas chercher ailleurs. Ces ressources-là, ils vont là où ces ressources se sont dirigées. Ça, c'est évident. Parce que quand moi, je vois, on cherche à trouver d'autres questions, je me dis que où on fait semblant de ne pas comprendre, ou je n'arrive pas à comprendre. Essayez de voir, ces ressources-là sont-ils exploitées en Guinée? Par qui? L'argent là va où? Les Guinéens cherchent leurs ressources. Ils se dirigent là où les ressources sont parties. Je veux pas, c'est tout le monde qui comprend bien ça. Ce n'est pas seulement en Guinée, c'est partout en Afrique. C'est cela la réponse. On ne cherche pas à dire qu'il faut faire une politique, il faut maintenant contrôler les frontières, mais ça c'est rigolant. C'est rigolant. Ce sont ces ressources-là. L'Afrique est très riche. Cette richesse-là s'éparpille un peu dans le monde. Et les Africains, ils vont chercher ces ressources qu'on a prises, je ne sais pas par qui. Et voilà. Si ces ressources restaient en Afrique, les Africains ne devraient pas en vouloir aux autres. C'est juste la réponse. Ça, il n'y a rien de... Parce que quand moi je reste là, on dit, oh, il faut une politique, il faut faire ceci. Moi, ça, c'est un peu... Ça me fait rire. Bon, merci. Voilà ce que j'avais à dire. Firmin est toujours sans langue de bois. Vous voulez réagir peut-être, Sergio? Non, bah, chacun a son point de vue, c'est bon. C'est vrai, hein, c'est vrai. Il faut avoir de plus en plus de transparence sur comment les ressources sont utilisées. Mais c'est aussi vrai que maintenant, il y a des initiatives pour amener de la transparence dans le secteur minier. Après, tout dépend de la volonté des gouvernements africains de les mettre en place. Et ce n'est pas toujours évident qu'il y a cette volonté. Donc, peut-être que les ressources restent dans les pays, mais ils ne sont pas bien utilisés, ils ne sont pas partagés équitablement par les gouvernements. C'est ça. On a plusieurs questions de Dominique Hérault qui demande où vous trouvez-vous actuellement? Avez-vous été remplacé sur place? Et il demande aussi, ça effectivement vous n'en avez pas parlé, existe-t-il un risque terroriste comme dans certains pays voisinant la Guinée qui empêcherait cette présence de personnes comme vous? Moi, je suis en Italie maintenant parce que je suis en train de passer d'un pays à l'autre. Après 6 ans en Guinée, je pars en Côte d'Ivoire. Et donc, maintenant, pour les nouvelles comme ça, je suis en Italie, mais je pars à Abidjan bientôt. J'étais remplacé sur place. Pour Wakilare, oui, moi, j'ai trouvé... Quand nous avons créé Wakilare, après, on a trouvé tout de suite un gérant local. Parce qu'on n'avait pas le temps de les suivre nous-mêmes. Nous suivons avec les conseils, un peu comme des business angels. Conseils et on donne une subvention pour faire continuer le boulot. Maintenant, il y a une équipe en place qui travaille avec Wakilare. Ils sont des Guinéens et un Rwandais qui est le gérant. Et voilà. Il y a un risque terroriste. Non, jusqu'à maintenant, il n'y a pas un risque terroriste. Surtout, c'est plutôt dans le Sahel. La Guinée a réussi à être un peu exonérée par ça. Et pour l'instant, les relations entre les grandes religions sont bonnes. L'islam de l'Afrique de l'Ouest est très différent de ce que vous voyez dans d'autres pays, peut-être comme les pays du Moyen-Orient. Est beaucoup plus tolérant, il n'y a pas de plus grands problèmes. Les gens, il y a des mariages mélangés, mixtes, et ça c'est un autre aspect positif vraiment de la Guinée qui ont réussi jusqu'à maintenant à rester un peu dehors ces divisions religieuses. Alors justement, vous parlez des mariages, par exemple, mixtes entre peut-être différentes religions. Mais vous avez cité un problème, vous avez montré une carte de la Guinée avec les différentes ethnies. Le problème ethnique
dont on avait parlé aussi quand on avait parlé de une rencontre sur le Liban, en fait. On avait compris que c'était un problème, alors pas vraiment des ethnies, mais un problème là de religion. Enfin bref, de caste, on va dire. Je voudrais comprendre cette question des ethnies. Pour nous, Européens, elle est très difficile à comprendre. Maintenant, nous avons les pays, les nations, etc. Alors, est-ce que c'est quelque chose aussi où on peut comprendre des mariages mixtes, par exemple, ou bien non, ça reste très cloîtré? Ça dépend des ethnies. Bon, en Guinée, il y a souvent des mariages mixtes entre des groupes ethniques différents et aussi entre religions différentes. Après, il y a des ethnies qui sont un peu plus enfermées par tradition et par coutume, et d'autres pas du tout. Donc, c'est possible, oui, oui. C'est un aspect positif de la société. Après, la politique cherche toujours à exploiter un peu les divisions pour chercher de rester au pouvoir. Merci. Je vois que Valérie a ouvert son micro. Peut-être que vous avez une question? Oui, Et puis bonsoir. après... Oui, bonsoir. Je vous en prie. Non, vous me paraissez être un surdoué de l'adaptation. Je sais pas, comment vous avez pu faire pour, en 5 ans, déjà, oui, vous adapter à ce pays, cette culture, et puis en arriver à adopter des enfants. Enfin, comment on peut être aussi réceptif, je veux dire? Ah, non, mais c'est pas arrivé comme ça. Moi, je ne voulais pas du tout faire ça. La, la question de Wakila, la question de l'entrepreneuriat, c'est arrivé parce qu'il y avait un besoin, il y avait des personnes qui nous avons connues. Et moi, je voulais m'amuser. J'ai toujours voulu essayer de faire quelque chose d'entrepreneurial, mais je n'ai jamais eu la bonne idée ou le courage de le faire. Et je pensais que c'était une occasion pour mettre en place un peu cette idée de faire quelque chose de nouveau, une entreprise, vu que ces gens n'avaient pas un boulot. Donc, pour répondre à vos questions, pour m'amuser, je l'ai trouvé amusant. Oui, il a coûté quelque chose, mais pas tellement. Et les risques étaient contrôlés. Donc, je pensais, oui, ça peut aller. Et les petits, c'est arrivé après 5 ans. C'était pas programmé, encore une fois. On se trouve devant un besoin, une question qui t'est posée et tu peux décider, bon, je fais quelque chose, je ne le fais pas. Et chacun répond. Est-ce que Dino voulait poser une question? Non. Alors, moi, j'aurais encore voulu, avant de terminer quand même, de demander peut-être à Mireille, qui travaille au Cameroun, avec aussi des enfants de la rue, etc. Peut-être, Mireille, si tu veux hein, intervenir, dire quelque chose, si tu as envie. Bonsoir à tous et merci à Serge pour ce qu'il vient de témoigner, pour le partage de son expérience. J'ai couru parce que quand j'ai vu le thème, le jeudi, généralement, on a école de communauté et il faut traverser les embouteillages. J'arrive souvent tard, mais je suis arrivée tard, mais j'ai voulu entrer dans cette salle pour suivre effectivement ce qui se disait parce que le thème, quand on aborde ce thème, je suis dans tous mes états. Je suis choquée. Je voulais vraiment entendre et je dis merci, mais je reste choquée. Et parce que là, aujourd'hui, regarder cette question de l'immigration et chercher à apporter des réponses, c'est un grand défi. Et c'est une grosse douleur. Et ce qu'on voit tous les jours, comme disait notre ami Firmin, c'est de voir tous les jours comment le pays se vide. Nos pays se vident. Ce qu'il raconte pour la Guinée, on peut dire la même chose pour le Cameroun, et je dirais même pire parfois au Cameroun, parce qu'on voit non seulement les richesses sortir du pays
dans des conditions horribles parce que les routes sont, mais sur ces routes, les gros porteurs, les grumiers portent, ils passent et la population boit de la poussière et la population est pauvre à une... Non, mais c'est... Raconter me révolte. Non seulement ces richesses sortent, on a aussi l'intellectuel qui part. Un intellectuel qui ne comprend pas comment il peut être, il ne peut même pas s'exprimer, il ne peut même pas bien travailler, parce que tu travailles même bien, on te fout à la porte. Il s'en va. Il faut des sacrifiés pour rester dans des contextes. Je ne sais pas, parfois je me demande qui est-ce qui nous gouverne même. Est-ce qu'on a on est gouverné par des gens qui ont, je ne sais, parfois on ne comprend même pas. J'ai commencé à avoir la nausée à suivre le journal télévisé dans mon pays. Il faut un grand effort pour t'arrêter et écouter tous les mensonges qu'on va te faire boire. Donc du coup, développer des petits projets pour, comme Serge disait, là où il y a le besoin et tout. Je pense qu'il faut croire en ça et il faut continuer de le faire. Et c'est ce que nous essayons de faire chaque jour avec les enfants au centre. J'ai mon petit frère, par exemple, qui était allé au Maroc, il a fait les études, il a pensé, il a vu, parce que quand on voit à l'extérieur, on se dit, je vais rentrer chez moi et je vais relever le défi. Il est revenu au Cameroun. Il a fallu d'un peu, mais c'est parce que quand le moral, si le moral n'est pas fort, on peut même devenir fou. Il est revenu, il a commencé une entreprise de fabrication de sandwichs, mais je dis souvent en riant, mais il a gratté le sol avec les mains pour être encore debout. Et c'est parce qu'il est entouré par une famille qu'il aime et il est parmi ceux qui sont révoltés et qui disent que nous allons travailler dans ce pays. Un jour, on va nous écouter. Un jour, on verra. Ou alors, on veut être des sacrifiés pour que les autres puissent voir. Et dans sa petite structure, dans sa petite entreprise de fabrication de pain, aujourd'hui, c'est une boulangerie artisanale. Dans sa structure, j'envoie les enfants de la rue pour que les enfants de la rue aillent voir comment on peut travailler, comment on peut avoir un moral dur, comment on peut lutter, comment on peut dire, je vais travailler dans ce pays. Si on n'a pas fait une rencontre forte ou alors on n'est pas entouré par des personnes fortes, le découragement vous renverse vous avez le vertige. J'ai par exemple un enfant de la rue qui, en fréquentant le centre, a découvert qu'on peut travailler, on peut étudier et on peut aller faire un examen. Il étudie, il arrive dans la salle d'examen pour la première fois et un enseignant lui dit, donne-moi 2000 francs. Je te montre toutes les réponses pour avoir ton CEP. L'enfant est perdu. Il a quand même appris qu'on étudie. Il n'a pas appris qu'on achetait le diplôme. Et il a dit, non, je ne donne pas. Je vais travailler moi-même et je vais avoir mon diplôme parce qu'il avait fait une rencontre où les gens lui ont appris à ressortir la beauté de ce qu'il a en lui. Et il a pu montrer ça en face d'un enseignant qui est enseignant. Mais quel est cet enseignant qui est avec les élèves et qui fait ce genre de propositions aux enfants? Donc, on est dans bref. Heureusement qu'il y a encore des personnes qui se penchent, qui ont envie d'accompagner, qui ont envie de croire, qui ont envie d'aider les gens à croire en eux. Parce que parfois, on a l'impression que si on vient au Cameroun aujourd'hui, les jeunes sont sur les motos. Licenciés, celui qui a la maîtrise, ils sont sur les motos. La vie est devenue, la vie, c'est le marché. On crée, chacun, on se demande, sur les rues, tout le monde a une boutique, tout le monde vend. C'est le cafouillage terrible. Donc, mais l'espoir
rencontrer des personnes et nous les faire, et faire qu'elles partagent l'expérience qu'elles vivent, faire qu'on les écoute, faire qu'on accompagne. Je pense que c'est ce travail de fourmi qui un jour va construire des murs et que les gens vont s'arrêter et dire, mais il y a quelque chose. Mais vraiment, continuons à le faire. Merci pour cette expérience et merci pour cet espace. Je regrette souvent de ne pas souvent être là parce que je dois courir après les embouteillages. Il n'y a pas de route. Merci. Merci beaucoup, Mireille. Merci beaucoup. Merci pour pour avoir complété un petit peu tout ce que Sergio nous a dit ce soir. Moi, je pourrais le résumer, je pense, avec le titre du prochain meeting de Rimini, qui est le courage de dire moi. C'est-à-dire de pouvoir créer des personnes qui changent la réalité là où ils se trouvent et qui deviennent ainsi signe d'espoir pour tout le pays. Et malgré les signes parfois de désespoir qui peuvent exister. Sergio, merci beaucoup. Une toute dernière question. Que deviennent vos enfants adoptés maintenant que vous êtes partis? C'est-à-dire, ils sont restés là-bas en Guinée? Vous avez parlé du problème de passeport, etc. Oui, ils sont dans l'internat et je suis en train de voir s'ils me donnent l'autorisation. Je vais les amener avec moi à Abidjan. Donc, si tout va bien, Inch'Allah, je pourrai les récupérer à ce point-là jusqu'à, je pense, à la fin de l'année scolaire. Et pour conclure, courage. Wakilere, en fait, en pula, signifie courage. Donc, c'était le courage de renoncer à la mendicité parce qu'effectivement, on a gagné de plus en faisant la mendicité qu'avec le boulot. Donc, on l'appelait comme ça. Donc, oui, le courage. Peut-être que c'est le mot de l'année 2021. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette rencontre. Juste pour conclure, je voudrais vous inviter à la prochaine proposition que fait cette plateforme culturelle et virtuelle, qui est en fait une proposition qui nous vient de nos amis du Canada, qui feront un concert pour Noël, un concert à la fois en langue anglaise et française, avec des accompagnements de textes et des chants, des hymnes. Alors, je vous enverrai par poste électronique à toutes les personnes qui sont abonnées à notre lettre, et je le mettrai aussi sur le site, sur Facebook, l'adresse pour que vous puissiez... Alors, participer en direct, ce sera dur parce que ce sera en plein milieu de la nuit, puisque c'est le soir, le 19 décembre à 8 heures, heure locale. Donc, ce sera au milieu de la nuit pour nous, Européens. Donc, le jour d'après, vous pourrez le voir sur le canal YouTube et je vous enverrai l'adresse afin que vous puissiez la regarder. Et donc, c'est un peu notre façon aussi de vous souhaiter un joyeux Noël et de souhaiter bon courage à Sergio pour ses prochaines missions. Et merci à tous d'avoir été avec nous ce soir.